Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 67 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles, dont une qui s'appelle Jasmine et qui est née en septembre 2020. Et d'une autre petite fille de 3 ans. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est clémentinesarlat.com. Dans cet épisode, nous allons parler de la perte d'un enfant. Le sujet est sensible, douloureux et terriblement tabou. C'est pour briser ce tabou que Betty se bat au quotidien pour que l'on n'oublie pas Nathan, son fils décédé il y a 1 an, le 10 décembre 2019, à l'âge de 7 ans. Betty est maman de 3 enfants, Nathan, Mélina et Loan. Quand Nathan meurt, elle est encore dans son postpartum, sa dernière n'a que 3 mois, et pour survivre, Betty et Flo sont très rapidement entourés de leurs amis et leur famille. Un véritable village se crée pour leur permettre de vivre leur deuil dans des conditions décentes et d'enclencher une procédure judiciaire difficile. Certaines allaitent Loan quand Betty n'est plus disponible psychiquement pour son bébé, d'autres préparent à manger et vous le comprendrez dans cet épisode, leur rôle a été prépondérant. Et dans cet épisode également, nous parlerons de Nathan, ce petit garçon au rire incroyable. Nous parlerons de sa maladie génétique, la sclérose tubéreuse de Bourneville, de la gestion de ses crises d'épilepsie, de ce fameux soir de décembre où Nathan n'a pas survécu à une crise d'épilepsie. À travers le récit de Betty, on comprend surtout que vivre après la perte d'un enfant n'a plus la même saveur, que le mode pilote automatique s'enclenche souvent, qu'avoir d'autres enfants permet de continuer à voir la lumière, mais que plus rien ne sera jamais comme avant. Alors comment Betty et sa famille font vivre Nathan au quotidien dans leur vie? Comment Betty parle de lui à ses sœurs? Quel impact le décès de Nathan sur leur couple? Toutes les réponses dans cet épisode. Il y a beaucoup d'amour, vraiment, dans son récit. Merci sincèrement Betty pour ta confiance. Je vous souhaite une très bonne écoute et si vous êtes sensible des oreilles, ne soyez pas surprise. On entend à plusieurs reprises les petits cris de Loan. Salut Betty et salut Loan parce qu'on l'entend en fond. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de raconter ton histoire. Alors, si je suis très honnête avec toi, au départ, j'avais envie de te faire parler de plein de choses parce que toi aussi, tu as accouché à la maison. Tu fais l'instruction en famille et il y avait tellement de sujets qui me parlaient dans ce que tu racontes sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ta famille et de Nathan et je suis très heureuse de pouvoir te permettre de parler de lui. Merci beaucoup à toi de me recevoir sur ton podcast et c'est toujours important, en tout cas c'est important pour moi de continuer de parler de Nathan, de continuer de le faire vivre à travers tout ça. Alors, je sais que tu es devenue maman finalement assez jeune et je me posais la question, comment est-ce que tu avais ressenti la matrescence? Est-ce que tu avais ressenti une matrescence en devenant maman avec Nathan ou pas du tout? Ouais, alors moi je suis devenue maman du coup à 21 ans et en fait moi je pensais vraiment reproduire à peu près, en tout cas une grosse partie du schéma entre guillemets classique. Et puis quand j'ai eu ce tout petit bébé dans mes bras, je me suis pris une grosse claque en me disant ok, en fait non, on me dit de le poser mais moi j'ai pas envie de le poser. Et c'est vrai que du coup
j'ai vraiment eu une claque, tu vois, à me dire, mais j'avais pas d'autre schéma, si tu veux, que le schéma qui reste assez classique d'éducation. Et du coup, rapidement, j'ai quand même réussi à me détacher un peu des conseils et tout ça. Qu'est-ce que tu veux là ? Et puis j'ai commencé à me renseigner, à rencontrer d'autres gens. Et j'ai vu que je n'étais pas seule. Et puis voilà, ça m'a fait entrer dans une... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je te fais peut-être. Ça m'a fait rentrer dans une maternité j'aurais pas imaginé, tu vois. C'est vrai que voilà, j'avais pas prévu du tout ça. J'avais même rien prévu du tout, à vrai dire, puisque voilà, enfin je T'avais pensais pas. 21 ans en même temps. Hein. Ouais, et puis je sais pas comment expliquer, mais tu vois, il y a ce côté un peu, t'es enceinte, alors on te dit tout ce qui se passe pour la grossesse. Ça, on t'en parle beaucoup. Vous allez avoir tant d'écho, machin. Et puis le après, on t'en parle pas en fait. Tu vois, tu te retrouves avec ton bébé et en fait, je pense que pour la majorité, finalement, on se dit, de toute façon, je vais faire comme on a toujours fait. Sauf que, en fait, on n'a pas toujours fait de la même manière déjà dans l'humanité. Et puis surtout, finalement, quand t'as ton bébé dans les bras, et je pense que là-dessus, on est une génération qui est de plus en plus connectée à ses ressentis et à ses besoins. Et moi, j'étais pas dans le besoin, tu vois, c'était pas ce que j'avais imaginé. Moi, je pensais, si tu veux reprendre le travail quand mon bébé aurait 2 mois et demi, je pensais... Enfin, voilà, j'avais plein d'a priori comme ça. Et en fait, vraiment, je crois que ça a été super vite. Mais la première semaine, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je pourrais jamais aller retravailler quand il aura 2 mois. Enfin, c'est impossible. Et plein de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, en fait... finalement m'ont conduit sur une maternité totalement différente de ce que j'avais pu imaginer quelques mois auparavant, quoi. Et est-ce que tu as toujours voulu avoir plusieurs enfants ou c'était le fait que vous l'ayez si jeune, c'était voulu aussi? Alors Nathan, c'était un bébé surprise. Après, moi je dis bébé surprise parce que finalement, de nos jours, si on n'a pas envie d'avoir un bébé, on peut faire une interruption volontaire de grossesse, donc il était voulu. Mais c'était un bébé surprise. Et puis, je pense que ma maman va beaucoup rire si elle écoute le podcast, parce que en fait, moi, je suis issue d'une famille de 5. Et j'ai toujours dit à ma mère, de toute façon, moi, je ne ferai pas comme toi, j'aurai 2 enfants, et voilà. Et puis après, t'es t'en maman. as 3 déjà. Voilà. Après, t'es maman, et après, tu te dis, en fait, bon. Donc, Et donc, tu es prête à aller à 5 ou pas? non, je pense que... Alors, moi, je pense que je serais prête, le papa, je pense pas. Alors, quand Nathan est né, donc tu as 21 ans, tu le dis, tu te prends cette claque on est beaucoup à cette prise. Est-ce que vous découvrez très vite que Nathan, il a une condition particulière, un problème génétique ou ça vient plus tard? Alors, c'est arrivé à ses 6 mois. En fait, donc j'ai repris... j'ai pris mon poste et le lendemain, on conduit Donc, tu es Nathan aux urgences. infirmière à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Donc, je prends mon premier poste parce qu'en fait, j'ai fini mes études enceinte. Je prends mon premier poste et le lendemain, Nathan, il faisait des espèces de spasmes un peu bizarres et ça faisait déjà une semaine et ça passait pas. Et du coup, je demande à ma belle-mère de m'emmener aux urgences, même si le pédiatre me dit non, mais c'est parce que vous stressez, c'est parce que vous reprenez le travail, il fait des spasmes du sanglot, je sais pas trop quoi. Voilà. Et tu vois, je sais pas pourquoi, j'avais ce truc de me dire, c'est pas ça, il y a autre chose derrière. Et donc, je l'ai emmené aux urgences, branle-bas de combat là-bas, parce qu'en fait, pareil, ils me disent non, mais ce que vous décrivez, c'est des spasmes du sanglot. Je dis, mais non, ça ressemble pas du tout à un spasme du sanglot. Donc voilà, je menace un peu de camper, si tu veux, hein, au milieu des urgences avec mon bébé. Donc, ils me disent, en me faisant culpabiliser, en plus, on va l'hospitaliser, mais vous prenez la place d'un bébé vraiment malade. Oh. Ouais. Et vraiment, cette phrase, elle restera, tu vois, gravée, je pense, toute ma vie. Hein.
Donc on nous monte en chambre. Le lendemain, on voit quand même un pédiatre qui nous dit ok, moi je vais prendre vos inquiétudes au sérieux. Et puis il remarque que Nathan il a des taches achromiques sur le corps, donc c'est des taches blanches. Et donc il nous fait passer un EEG, donc c'est un électroencéphalogramme. Pendant le EEG, Nathan refait ses spasmes. Et là, on voit le visage de la manip qui change. Et puis elle nous remonte vite en chambre. Et si tu veux, à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, ok, c'est pas dans ma tête en fait. Il y a quelque chose. Et puis tout s'est enchaîné. En fait, on a eu d'abord l'évocation d'une maladie. Finalement, c'était pas celle-ci. On a été transféré à Debré assez rapidement. Et à Debré, on a donc eu le diagnostic de la maladie. Alors, avec le recul, je me dis assez rapidement, en comparaison d'autres diagnostics. Sur le moment, je pense que c'était les plus longues 48 heures de ma vie. Et du coup, on apprend en fait comme ça que Nathan a la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie génétique. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'a appris à ses 6 mois. J'imagine que tu n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Non. Qu'est-ce que tu retiens tout de suite? Et pourtant, tu vois, c'est une maladie qui n'est pas si rare. C'est quand même une naissance sur 8000 de tête. Donc c'est bien plus, par exemple, que la mucoviscidose, que ce genre de choses. Et pourtant, on n'en avait jamais entendu parler. Après, je pense, comme beaucoup de parents, tu vois, quand on nous a fait remarquer les taches achromiques, quand on nous a fait remarquer ces petites particularités, assez rapidement, forcément, on a été voir sur notre ami internet. Et en fait, quand tu tapes tache achromique, concrètement, c'est la première maladie qui ressort, en fait. Donc, pendant ces 48 heures d'attente, en fait, quand on a cherché, finalement, on avait quand même une petite idée de ce que c'était, quoi. Et toi, le fait que tu fasses partie du corps médical, puisque tu es infirmière à l'époque, est-ce que tu comprends plus de choses? Est-ce que tu réalises tout ce que ça veut dire? Ou le fait que tu sois maman, t'es juste en mode maman et tu te prends tout dans la tête? En fait, à ce moment-là, du coup, en tout cas, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. T'es plus exposé parce que justement, tu mesures un peu plus de choses, tu vois. Tu mesures l'épilepsie, tu mesures les conséquences que ça peut avoir. Et du coup, t'es maman, mais tu te prends aussi un peu plus de vagues, je pense, dans la tête parce que t'as en tête tout ce qui est derrière, en fait. Même sans connaître la maladie, finalement. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la maladie de Nathan tant qu'il est nourrisson? C'est l'épilepsie. En fait, l'épilepsie de la sclérose tubéreuse de Bourneville, elle se manifeste souvent et essentiellement par des spasmes infantiles, un syndrome de West. Et en fait, ce syndrome de West est très délétère pour le cerveau, notamment. Et en plus, il est... en fait, ça peut être vraiment douloureux. Et nous, c'était le cas pour Nathan. Donc, en fait, si tu veux, pendant ces crises de spasmes, il était conscient et il hurlait, en fait. Il hurlait de douleur, quoi. Les médecins, à l'époque, ils ont un pronostic vital. Cette maladie, qu'est-ce qu'elle elle donne sur les enfants? Une des premières choses que la neuro nous a dit, et c'est pareil, je pense que ça restera en mémoire, c'était maladroit, elle voulait nous rassurer, mais en fait, elle nous a dit, si je devais choisir une maladie neuro, ce serait celle-ci. Donc en fait, ça n'engage pas le pronostic vital. Après, déjà sur le moment, on était très en colère de cette phrase. Et en fait, avec le recul, je suis encore plus en colère parce que c'est tout sauf une maladie bénigne, quoi. Donc en tout cas, voilà, ça n'engage pas, c'est pas une maladie qui engage le pronostic vital des enfants, ce sont des enfants qui deviennent des adultes.
Et donc, quand il grandit, Nathan, ça implique que toi, tu doives arrêter de travailler pour être au quotidien avec lui? Comment ça se passe? Ouais. En fait, donc c'est une maladie, comme je te disais, avec un syndrome de West qui est très délétère pour le cerveau. Et donc, ce sont souvent des enfants, pas toujours. Il y a des adultes qui sont même asymptomatiques et qui le découvrent, par exemple, en ayant eux-mêmes un enfant atteint. Mais en tout cas, chez Nathan, qui avait une grosse épilepsie, il y avait du coup un retard de développement. Et donc, voilà, il y avait la surveillance clinique de l'épilepsie à gérer, il y avait les prises en charge parce que du coup, il avait psychomotricité, orthophoniste, il a eu kiné à un moment. Et puis, en plus de ça, tous les suivis plus ou moins réguliers, rendez-vous neuro, rendez-vous pour voilà, suivre les reins, etc. Comment est-ce que tu te sens, toi, à l'époque, quand vous découvrez tout ça avec ton conjoint? Tu sais, souvent, les gens, ils disent ah mais Betty ça va, elle est forte, machin. Dans le sens où tu vois j'ai vécu des choses enfant et, et je les ai traversées. Et dans les épreuves comme ça, tu vois, moi j'ai plus l'impression de m'effondrer et je pense que c'est plus, tu vois, pour le coup Florian qui maintient un peu le bateau quoi. À l'époque, donc c'était il y a 7 ans, quand Nathan est diagnostiqué, tu te dis que... Est-ce qu'on vous explique qu'il y a une possibilité que ça n'ait pas autant d'impact sur son cerveau, ou vous comprenez tout de suite que Nathan, il va avoir besoin de beaucoup de soins? Alors en fait, on a vraiment deux discours. Et c'est ça qui est compliqué aussi. On a le discours de la neuro qui se veut très rassurant, qui nous dit qu'elle a même un enfant qui a la même maladie, qui a 2 ans, qui marche, qui parle, enfin qui parle, qui court, etc. Et puis on a un autre discours d'un autre professionnel qu'on a rencontré qui nous dit mais vous savez, il y a des enfants qui marchent jamais. Et en fait, c'est là toute l'ambivalence de la maladie de Nathan, c'est que en fait, il n'y a pas un patient atteint de la même manière. Et donc, tu vois, nous, à ce moment-là, je pense qu'on mesure pas tout à fait l'impact que ça a, quand même. On est plus, tu vois, à se dire, ok, bah c'est vrai, il a 6 mois, il se retourne pas, mais ça va venir. Peut-être qu'il prend juste son temps, que ça n'a rien à voir avec la maladie. Et puis, en fait, tu vois, les mois passent et tu te rends compte quand même que le décalage et l'écart qu'il peut y avoir avec des enfants du même âge, il se creuse. Ouais, parce que toi, c'est ton premier enfant, donc c'est difficile. En plus, tu sais pas vraiment ce qui est Ouais, normal et ce qui ne l'est pas. ouais. Et puis, moi, à cette époque-là, j'ai vachement investi les groupes de portage. On était beaucoup de mamans avec des enfants du même âge. Et si tu veux, à ce moment-là, Nathan, c'était, je crois, un des seuls qui était le premier dans la fratrie. Donc tout le monde essaie aussi de nous rassurer en disant mais c'est un premier, il a pas de grand pour le stimuler. Et donc en fait, c'est vraiment quand l'écart se creuse où on se dit ok, bon, quand même l'écart se creuse un peu. Mais à cette époque-là, ça reste raisonnable. Tu vois, par exemple, il a marché à 23 mois, ce qui est tard, mais pas non plus... si tu veux, il a pas marché à 4 ans, quoi. Est-ce que Nathan, il développe la parole à ce moment-là? Alors, Nathan, il a jamais développé vraiment la parole verbale au sens où on l'entend. Ok. Il avait quelques mots, même à 6 ans et demi, il avait quelques mots, mais tu vois, il avait pas... Par exemple, il construisait pas de phrases, il y a beaucoup de mots qui verbalisaient pas. Donc vous avez fait les signes, c'est ça? Ouais. Nous, on a mis en place les signes assez rapidement parce que bah, déjà, il n'y avait pas d'orthophoniste. Voilà. Quand tu veux trouver une orthophoniste, c'est quand même un gros désert. Donc à ce moment-là, comme je suis sur des groupes plutôt orientés sur le maternage proximal et que certaines font voilà, des signes, bah du coup je me dis ok, bah on va essayer d'introduire des signes. À ce moment-là, Nathan, il est clairement pas là-dedans et au début, il reproduit pas tant que ça. Tu vois, il en fait 2-3, mais pas trop.
Et puis c'est plus quand il a eu fini, si tu veux, au niveau motricité globale, tu vois, d'apprendre à marcher, d'apprendre à s'équilibrer, etc. Où il a commencé à investir les signes issus de la LSF. Qu'est-ce qui te fait le plus peur à l'époque quand tu comprends ce décalage, quand tu vois l'investissement que ça te prend à toi aussi pour pouvoir l'emmener à tous ces rendez-vous? Qu'est-ce qui t'a marqué et angoissé le plus? En fait, à ce moment-là, tu vois, je suis pas sûre que je me sois posé la question. Tu sais, t'es dans un espèce de train quotidien. Et puis, il y a cette peur de s'effondrer aussi, tu vois. Tu te dis, si je me pose trop de questions, en fait, je vais m'effondrer et je sais pas si je me relèverai. Donc, t'avances et puis tu continues jour par jour. Ça vous a pas empêché de vouloir un deuxième enfant, puisque vous avez eu Mélina ensuite. Comment tu as vécu cette grossesse? Est-ce que tu t'es posé la question si c'était possible qu'elle ait la même maladie que Nathan? Comment est-ce que tu t'envisages tout ça à ce moment-là? Alors, du coup, on a eu un diagnostic anténatal. Mhm. Il faut savoir que donc comme c'est une maladie génétique, il y a eu des recherches génétiques de fait. Donc pour Nathan, pour nous. Donc c'est comme ça qu'ils ont supposé que Nathan était le premier maillon de la chaîne et que donc c'était une néomutation. Mais voilà, t'as toujours un risque, même dans une néomutation, qu'en fait, si tu veux, le problème soit sur les gamètes des parents et donc ça, tu peux pas le repérer en fait. Donc dans ce cadre-là, ça concerne que 8% des scléroses tubéreuses de Bourneville. On est toujours dans les petits chiffres, nous. Hein. Et donc à ce moment-là, en fait, ils te proposent des examens anténatals, donc échocardiaque notamment, parce que c'est une maladie qui peut aussi faire des petits rabiomes, donc des petites tumeurs au niveau cardiaque, et une IRM cérébrale, mais que j'ai pas eu pour Mélina d'ailleurs. Elle n'a pas été proposée. Après, moi, quand j'étais enceinte de Mélina, tu vois, Nathan, il était petit, hein, je suis tombée enceinte, il avait 16 mois. Et je pense que je mesurais aussi bien moins l'impact que ça pouvait avoir. Parce que tu étais au début de sa vie et que sur le long terme, tu n'avais pas encore pris conscience. Ouais, de tout ce que ça pouvait impliquer, parce que finalement, quand tu as un bébé, même qui demande des soins, même qui demande plus d'attention, ça reste un bébé, tu vois, tu te dis, oui, mais bon, c'est un bébé, c'est normal. À l'époque, tu dis que tu as intégré beaucoup de groupes de parents. Ouais. Est-ce que également tu te mets en lien avec des parents qui ont des enfants qui ont la même maladie que Nathan pour pouvoir échanger? Et ben à cette époque, non. Non. Pourquoi? Je sais pas si c'est pour me protéger, si j'ai pas eu l'énergie, si j'avais peur aussi de ce que j'allais voir, entendre. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, j'avais pas l'énergie pour ça, tu vois. Pour ces projections et pour me dire, ok, ça peut être comme ci, comme ça. En fait, la première fois que j'ai rencontré un parent d'un enfant atteint de la sclérose tubereuse de Bourneville, c'est pendant son suivi CAMS. Une petite fille qui était suivie aussi là-bas. Et en échangeant avec sa maman, on s'est rendu compte qu'ils étaient atteints de la même maladie. Et tu considères que c'est un soutien important d'avoir des parents qui vivent la même chose que toi, au final? Ou tu penses qu'il n'y a pas forcément besoin dans ces cas-là? Je pense que c'est vraiment intrinsèque à chaque... j'allais dire à chaque famille, mais en fait même pas. À chaque moment de la vie de famille. Tu vois, tout petit, j'ai pas ressenti ce besoin. J'avais besoin surtout d'avoir des gens autour de moi, effectivement, mais pas forcément de parents... Je pense que ça m'aurait effrayée même à l'époque, tu vois. Et puis c'est un peu plus tard où j'ai eu besoin d'échanger, de voir ce que devenaient ces enfants atteints de la sclérose tubéreuse de Bourneville. C'est plus tard que c'est venu en fait pour moi. Alors au quotidien, comment est-ce que ça se passe avec Nathan? Qu'est-ce que vous faites? Parce que je l'ai souvent vu faire de l'équitation. On sait que le lien avec les chevaux, c'est incroyable pour les enfants. Comment ça se passe une journée pour Nathan, toi qui est tout le temps avec lui? Alors, nous on a choisi
faire l'instruction en famille, y compris pour Nathan. Et du coup, une journée avec Nathan, c'est jongler entre les prises en charge, jongler entre les crises parce que son épilepsie est instable, et faire toutes les activités qu'on peut faire, y compris avec sa sœur. Ils ont 2 ans d'écart. Et du coup, 2 ans d'écart, ça permet aussi d'être un peu dans la même dynamique. Tu vois, l'équitation, il a commencé avec sa sœur. Tu veux nous parler, Loane? Il a commencé l'équitation avec sa sœur, il a commencé la baby gym avec sa sœur. C'est plein d'activités comme ça qu'ils ont eu en commun, voilà, pour l'aider dans son développement, pour accompagner et soutenir aussi tout ce que les professionnels essayaient de mettre en place, notamment la psychomote. Donc voilà, les journées, elles sont variables, hein, tu vois, mais voilà, c'est vraiment rythmé. Nos semaines, je dirais plutôt sur la semaine, c'est vraiment rythmé par les activités et les prises en charge de Nathan. Il y a quoi qui est mis en place pour Nathan? Donc, tu dis psychomote, après il y a de l'ortho, de la kiné. Comment est-ce que vous organisez tout ça pour lui? Est-ce que des fois, on t'est relayé aussi ou pas du tout? Non, alors niveau relais, clairement pas. Parce que voilà, je pense que finalement chacun a aussi sa vie, tu vois, et puis voilà. Le papa, il travaille, donc parce que du coup on a déjà qu'un seul salaire, et non, clairement il n'y a pas énorme de relais. Et après voilà, il a de la psychomote. Nous, la kiné, on a assez rapidement choisi de la stopper quand il était petit, parce que ça se passait pas bien du tout avec la professionnelle qui le prenait en charge. Et voilà. Par contre, on s'est fait accompagner. J'ai trouvé énormément de soutien dans la communauté des réseaux, y compris de Marion, qui est psychomote et qui... Marion Leger, c'est ça? Ouais, Marion Leger. Qui m'a accompagnée, qui m'a écoutée pendant des heures, qui m'a donné des pistes, parce qu'elle est psychomote aussi. Et voilà, j'ai trouvé du soutien comme ça, à défaut d'avoir un relais physique. Et puis après, ouais, je crois qu'il a commencé l'orthophonisme vers ses 4 ans, je crois. Est-ce qu'il y a eu des jours, Betty, où sa maladie était tellement forte que tu as eu peur à cause de l'épilepsie, ou vous avez eu des grosses frayeurs? Alors, on a eu des grosses frayeurs, notamment il y a 2 ans, où en fait un soir il a convulsé et a fait un état de mal épileptique. Et si tu veux, erreur de prise en charge. Le médecin régulateur qui galère à envoyer un SAMU, le SAMU qui en fait ne prévient pas et ne vient pas, donc on se retrouve seul avec les pompiers, avec Nathan qui désature, et donc à ce moment-là on a été transféré par les pompiers à l'hôpital, un peu en branle-bas de combat, et donc en fait Nathan a été mis dans le coma parce que à force de traîner, ça a dégénéré, en fait, il a désaturé, et voilà. Là, on a eu vraiment peur, mais en fait, je crois qu'à ce moment-là, pour ma part, moi, j'ai pas eu peur qu'il décède. Tu vois, j'avais peur, en fait, que ça impacte encore plus son développement, que ça ait des répercussions au niveau cérébral. Mais tu vois, même à ce moment-là, j'ai pas eu peur qu'il décède. Parce que on a tellement rencontré d'adultes atteints, notamment lors de la journée de sensibilisation à la STB. J'ai tellement vu d'adultes, tu vois, que pour moi, c'était même pas possible, en fait. Et pourtant, il y a 2 ans, quand Nathan est tombé dans le coma, il y a un petit garçon qui habitait à l'étranger qui est décédé en même temps. Et même à ce moment-là, tu vois, je me suis dit oui, mais c'est parce qu'en fait, il est dans un pays où l'accès aux soins est difficile, et c'est pour ça, en fait.
moi, personnellement, fais pas partie du corps médical ou de la profession des soignants, donc j'ai aucune idée comment on gère une crise d'épilepsie. Est-ce que toi, en tant qu'infirmière, tu avais déjà les notions, ou est-ce que tu as dû apprendre aussi plein de choses à la suite de l'annonce de la maladie? Alors, j'avais des notions, et clairement, c'est là où tu te rends compte que l'épilepsie, c'est beaucoup plus complexe que les notions qui sont abordées. Parce que, moi, de ma perspective, l'épilepsie, ça peut être déclenché à cause de lumière trop forte, à cause de choses un peu qui Alors impactent. ça dépend si t'es photosensible ou pas. D'accord. Est-ce que Nathan, il avait lu des conditions qui faisaient que ça pouvait le mettre potentiellement en crise d'épilepsie, il fallait que tu fasses attention? Ouais, par exemple la fièvre. Et clairement, à chaque fois qu'il a convulsé et qu'il a fait un état de mal, c'était la fièvre. D'accord. Donc, il fallait absolument le protéger de maladies infantiles, en fait. Comment est-ce que ça se passe l'année 2019 pour Nathan? Comme les précédentes, j'ai envie de dire. Jusqu'à décembre. En fait, on fait tout comme d'habitude, ces séances. Voilà, après, on essaie de jongler entre notre peur qu'il ait des rhumes, ce genre de choses, et le fait que on peut pas vivre enfermé. Et il y a quand même, je crois, fin novembre, où il est malade, il a de la fièvre, il fait une grosse crise encore, mais qui cède au Valium, en fait. C'était fin novembre, début décembre. Et puis voilà, on le laisse de plus en plus à ses grands-parents, notamment à sa mamie paternelle, et notamment la semaine du 10 décembre où il était du coup là-bas, même si c'est à 5 minutes de chez nous, hein, mais voilà, il allait dormir là-bas. Il avait fait énormément de progrès cette année-là. Enfin, c'était assez hallucinant, notamment justement au niveau communication. Ouais, donc c'était une année où tu avais la sensation qu'il faisait des progrès, où il était plus indépendant, où vous pouviez... Enfin, rien que le fait de le laisser, j'imagine, pour toi, c'était quelque chose d'hyper novateur et génial, non? Ouais. Et en même temps, c'est aussi cette année-là où il nous a fait des crises. Tu vois, au début de l'année 2019, il a été hospitalisé, pareil, suite à une crise, un état de mal sur fièvre. Au tout début j'étais au début de ma grossesse pour Loan. Enfin, au début, j'étais déjà bien à 4 mois, hein, mais... Les médecins, au fur et à mesure des années, ils font un état de la santé de Nathan pour savoir comment ça progresse. Est-ce qu'il y a des marqueurs, il y a des indicateurs? Il est hyper suivi. Donc, notamment l'IRM cérébral qui sert à surveiller, parce qu'en fait, dans la sclérose tubereuse de Bourneville, tu as si tu veux, c'est comme des petites... c'est un peu banalisé là, c'est grossi, mais en gros, c'est quand même des petites tumeurs bénignes au niveau cérébral. Donc ça, c'est hyper surveillé parce que si ça grossit, voilà, selon l'emplacement, il peut y avoir des soucis, notamment d'évacuation du liquide céphalorachidien, etc. Donc il est hyper suivi par son neuro qu'on voit tous les 3 mois. D'accord. Ok. Tu l'as mentionné, tu étais enceinte de Loan en 2019, donc tu as accouché en septembre, c'est ça? Ouais. À peu près, oui. Tu as un tout petit bébé au moment où Nathan décède. J'arrive même pas à envisager comment est-ce que tu as pu gérer le fait d'être en postpartum et d'avoir à gérer ce deuil. Comment est-ce que tu as pu vivre ça avec Loan, justement? En fait, honnêtement, Loan, elle nous a aussi vachement porté. Tu vois, j'en parle souvent, mais
Nathan, il est décédé le 10 décembre, autour de 22h. Et en fait, le lendemain, donc le 11, à, je sais pas, 7-8 heures, on était donc chez ma belle-mère, parce qu'on est resté là-bas. Et on ouvre les yeux, on n'avait pas vraiment dormi, hein, mais on ouvre les yeux. Et Loane, elle se réveille. Et en fait, ce petit bébé de 2 mois et demi, elle décroche un sourire immense. Et tu vois, quelque part là, tu te dis, tu peux pas ne pas répondre, tu vois. Et puis honnêtement, moi j'étais un peu en mode, en étant avec Loane, j'étais un peu en mode pilote auto. Il m'a fallu qu'elle tète, elle tétait, on passait des petits moments. Et puis vraiment, on a eu un soutien et un relais pour le coup. Si tu veux, Loane, à ce moment-là, elle a été prise en charge par plein de femmes qui m'ont, moi, permis de pas culpabiliser, de pas être là pour mon bébé et de me recueillir auprès de Nathan comme j'en avais envie, et pas tu vois, être tiraillée en me disant bah oui, mais j'ai mon bébé dans les bras et j'ai mon fils qui est sur cette table. Enfin, franchement, ça m'a vraiment... je sais pas comment j'aurais fait sans elle, en fait. T'as eu ton village. Ouais, c'est ça. Même c'est tout bête, mais enfin voilà, mes enfants ont toujours été allaités et je me voyais pas, tu vois, arrêter ça, et en même temps je me voyais pas être disponible comme 24 heures sur 24. Et le fait qu'il y ait des femmes qui aient pris ce relais, qu'elle soit, si tu veux, à partir du moment où elle était en sécurité physique et affective et qu'elle avait ce qu'il fallait, notamment des seins. Finalement, moi, ça m'a aussi permis, tu vois, de me recueillir sans avoir ce stress, de me dire, ouais, mais mon nouveau-né, en fait. T'as jamais vraiment évoqué les circonstances de la mort de Nathan. Est-ce que t'as envie d'en parler aujourd'hui? Est-ce que tu veux qu'on puisse aborder ce sujet? Ouais. Alors, il y a des choses que j'évoquerai pas, notamment parce que, en fait, il y a une procédure en cours et j'aurais peur, je pense, que ça puisse nous porter préjudice. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses, peut-être, je sais pas. En fait, sur le 10, moi, je suis en formation de portage. Et donc, Nathan et Mélina vont chez ma belle-mère. Et donc, en fait, le soir, c'est Flo qui les récupère. Et moi, quand je rentre, donc il est tard. Et en fait, du coup, le soir à 20h, quand je rentre le 10, Nathan, il est un peu KO. Voilà, bon, Flo me dit qu'il a peur qu'il soit enrhumé, machin. Et donc, bref, comme il est tard, il les emmène chez sa mère pour la nuit, à nouveau. Et peut-être 5 minutes après son départ, je vois le téléphone qui sonne. Et je décroche, et en fait, Flo me dit que Nathan est en train de convulser devant chez ma belle-mère. Donc, sachant que avant de partir, en fait, on lui a pris la température pour vérifier, et que voilà, il avait pas de température. Enfin, il était apyrétique, quoi. Et donc, je prends la voiture. J'arrive devant chez ma belle-mère, donc on est vraiment... Enfin, j'ai dû mettre 4 minutes en grillant quelques feux rouges. Et donc j'arrive, les pompiers sont déjà là. Et donc en fait tout de suite on leur dit, mais enfin, on sait comment ça se passe en fait, à chaque fois ça traîne, ils mettent 3 heures à faire les appels, enfin, donc on leur dit non mais en fait c'est pas les pompiers, il faut là, c'est le SAMU.
Donc bien sûr, on a le droit à l'éternel rengaine, on sait ce qu'on fait, madame. Voilà, donc ils font leur petit bilan. Et puis, bien évidemment, comme à chaque fois, parce que voilà, on l'a pas vécu qu'une seule fois, on nous dit ah bah il faut le SAMU. C'est bien, bravo. On vous l'a dit il y a un quart d'heure. Donc bah là, il commence à chercher un SAMU, sauf que voilà, malheureusement, il n'y a pas de SAMU dispo. Donc il commence à en chercher voilà, dans plusieurs hôpitaux. On n'est pas dans un désert médical, hein, on est quand même en région parisienne. Mais il trouve pas de SAMU. Donc de là, on commence à avoir un peu peur que le scénario d'il y a 2 ans se reproduise. Donc on demande aux pompiers de le transférer. Et on nous dit que c'est pas possible, qu'on cherche un SAMU, enfin qu'ils cherchent un SAMU, etc. Et ma belle-mère qui est présente insiste parce que on voit le temps passer, on voit Nathan qui tachycarde, qui a du mal à reprendre et qui revient pas en fait, hein, qui continue de convulser. Et puis à ce moment-là, ma belle-mère y retourne encore une fois et elle dit là c'est plus possible, il faut l'emmener. Et donc elle se fait un peu envoyer bouler par le pompier qui vient nous voir et qui nous dit bon j'ai trouvé un SAMU, il est à 20 minutes de route. De toute façon, c'est mieux de l'attendre, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le mettre dans la voiture, vous le mettez dans la voiture, mais c'est votre responsabilité, pas la nôtre. Donc là, on a Nathan, hein, qui est scopé, qui continue de convulser, qui tachycarde, et donc les pompiers qui nous disent c'est pas une bonne idée de l'emmener par vous-même, par vos propres moyens. Et donc on décide effectivement d'attendre le SAMU qui était censé être à 20 minutes de route. Et au bout de 20 minutes, toujours pas de SAMU. Donc ma belle-mère insiste encore. Et voilà, le médecin régulateur et les pompiers décident de pas nous transférer, d'attendre le SMUR qui finalement arrivera en tout et pour tout 40 minutes après, soit le double. Et donc le SMUR arrive, les transmissions se font, ils injectent le Valium qui est donc le médicament en cas de crise à donner. Et moi je suis depuis tout ce temps-là j'ai pas quitté Nathan. Mélina et Loane elles sont chez la voisine de ma belle-mère parce qu'on voyait que c'était long et Mélina on lui a d'abord mis un dessin animé et puis finalement on l'a mise à côté quand on a vu que ça devenait vraiment long et compliqué. Et je suis à la tête de Nathan et il y a donc l'infirmière, les médecins, les pompiers autour et qui essaient notamment de lui poser une perf. Il galère, ils n'y arrivent pas. Nathan il a un masque et en fait c'est moi en soulevant le masque qui m'aperçois que Nathan est en arrêt. Donc à ce moment-là, forcément, tout s'enchaîne, la réa commence. Donc nous, sur le moment, on réalise pas, mais en fait, Nathan est resté plusieurs minutes en arrêt, sans que ce soit vu. Donc la réa commence, mais je sais pas si tu le sais, mais dans une réa, chaque minute qui passe, c'est des chances de perdu. Donc en étant resté plusieurs minutes en arrêt cardio-respiratoire non vu par les équipes soignantes, la réa forcément n'a pas abouti à une réanimation, mais bien au décès de Nathan. Et voilà. T'étais avec lui dans le camion ? On était chez ma belle-mère, pas dans le camion. D'accord.
Mais ouais, on était là tout le long. C'est les pompiers qui te disent que c'est terminé? C'est le médecin. Les pompiers, ils n'ont pas le droit, je crois, de prononcer un décès. C'est le médecin, en fait. Après, tu vois, je me rappelle, il y a vraiment, tu sais, ce côté où ça coupe. Il y a des passages dont je me rappelle même pas. Mais il y a vraiment ce passage où je me rappelle avoir regardé ma montre et j'avais les yeux rivés sur ma montre, tu vois, et sur les minutes qui passaient. Parce que quand ça fait 25 à 30 minutes, tu sais que la réa, elle va finir. Et je me souviens vraiment de cette femme. Du coup, il y a un deuxième camion de pompiers qui est arrivé pendant la réa. Et je me souviens de cette femme pompier qui est venue. Et ça faisait 20 minutes qu'ils étaient en train de réanimer Nathan. Et qui m'a dit, Madame, on fait tout notre possible, ça va aller. Et je me souviens lui avoir dit, mais arrêtez de me prendre pour une conne, en fait. Ça fait 20 minutes qu'ils sont en train d'essayer de le réanimer. Et tu vois, elle se voulait rassurante, mais il y avait cette part de moi qui me disait c'est pas possible, on n'est pas en train de vivre ça. Et il y avait cette part de moi hyper factuelle, tu vois, limite détachée, qui se disait ok, ça fait 20 minutes, ça fait 25 minutes, ça fait 30 minutes. Et en fait, au bout de 30 minutes, le médecin nous a dit il faut que je vous parle. Et là, honnêtement, blackout. Je suis incapable de te dire ce qu'il nous a dit. Incapable. Je sais pas ce qu'il nous a dit. Mais tu sais, t'as compris. C'est ça. T'es à ce moment-là, tu vois, dans les chocs un peu violents comme ça, finalement, t'es détaché de toi-même, en fait. On te parle, t'entends, mais t'entends pas. T'es avec Flo à ce moment-là? Vous êtes tous les deux? Ouais. Lui, il réalise aussi fort que toi. Comment est-ce que vous réagissez? Franchement, je suis incapable de te dire comment il réagit. Incapable. Il y a vraiment ce truc où t'es détaché, je saurais même pas te dire. Tu vois, moi, je me revois juste aller de l'escalier à côté duquel on était au corps de Nathan, et c'est tout. Je sais pas te dire ce qui s'est passé d'autre. Est-ce qu'il t'a fallu beaucoup de semaines pour réaliser ce qui venait de se passer? Est-ce que tu réalises toujours pas? Comment est-ce que tu le vis? J'allais te dire que ça fera 1 an le 10, et finalement, tu réalises pas vraiment toujours. Tu vois, t'as encore ces trucs où tu te dis c'est pas possible, en fait. Ça a pas pu arriver. Il y a vraiment cette persistance à se dire c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu le sais parce que la vie elle continue et que tu vois bien que ton fils il est plus là, donc tu le sais. Mais il y a aussi cette part de toi qui se dit c'est pas possible. Et en fait c'est malgré toi, c'est de la survie parce que ces moments où tu réalises, ou en tout cas où je réalise, t'as tellement l'impression, tu vois, de passer sous un camion que ça pourrait pas être ça en permanence, en fait. C'est impossible, sinon c'est de la souffrance en permanence. Donc en fait, ton cerveau, il y a une image qu'une amie, Sabi, m'avait donnée quelques semaines après le décès de Nathan. C'était que le cerveau, en fait, il peut pas encaisser tout cet amas, et donc tu sais, il distille l'information. Par moment, il te met des vagues de lucidité, entre guillemets. Tu vois, t'es plus juste dans ton quotidien, d'un coup tu te dis bah oui, non, c'est réel, en fait. Et ça, plus les mois y passent et plus t'en as. Comment est-ce que tu parles à tes filles? Alors, le jour du décès de Nathan,
Donc Mélina, elle était chez la voisine. Mais elle a vu son frère convulser. Et tu vois, le lendemain matin, tout de suite, quand elle se réveille, elle demande à la voisine il est où Nathan? Tout de suite. Et moi, dans le même temps, j'ai appelé Morgane. Je sais pas si tu connais Morgane de la Poi Family, qui a perdu son petit garçon 6 mois auparavant. Et je me dis, il faut qu'elle me dise comment lui dire. Je sais pas comment lui dire. Tu vois, c'est d'autant plus quand c'est soudain. Enfin, tu vois, tu sais pas quoi dire. On savait qu'il fallait lui dire, on pouvait pas lui mentir. Et en même temps, tu te dis, mais putain, comment je vais lui dire ça en fait? Et Morgane, elle m'a donné des pistes. Tu vois, elle m'a dit, bah en fait, tu vas lui dire la vérité et tu vas lui expliquer que le cœur de son frère, il s'est arrêté, que le cœur, s'il bat pas, bah le corps ne vit plus. Et donc on lui a annoncé comme ça ce matin-là. Et tu vois, une chose qui m'a marquée, c'est que Mélina, sans qu'on lui dise rien, elle nous a dit bah Nathan, sa crise, elle était très très longue parce que j'ai eu le temps de regarder un dessin animé. Et tu vois, quelque part, c'est elle aussi qui nous a mis sur la piste de se dire mais ouais, putain, c'est pas normal en fait. C'est pas normal ce qui nous est arrivé. Et puis, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on en parle librement. Mélina, elle sait elle peut exprimer ses émotions. Elle fait d'ailleurs vachement bien le distinguo entre ses émotions et les nôtres. Parce que c'est très compliqué aussi quand t'es maman de pas culpabiliser d'être son dessus-dessous dans tes filles, de pas être capable de t'en occuper. Et ça, Mélina, elle a bien compris que c'est pas parce que, par exemple, tel jour je suis triste qu'elle doit être triste. Et donc elle arrive vraiment bien à nous dire quand elle-même elle est triste, quand elle est ok aussi pour nous voir pleurer, quand elle est pas ok pour nous voir pleurer. Donc on en parle voilà, de manière assez libre en fait. En plus, j'imagine qu'elle était à l'âge où on commence à comprendre ce que ça veut dire la mort aussi. Parce que c'est très flou avant un certain âge. En fait, moi j'avais vraiment peur qu'elle ait pas cette notion d'irréversibilité de la mort, parce qu'on n'en avait jamais parlé et que on n'avait pas encore eu cette phase, tu vois, de qu'est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est à tout jamais, etc. Et en fait, quand on lui a parlé, elle nous a jamais demandé si Nathan allait revenir. Jamais. Elle a tout de suite compris que son frère, il était mort et que il reviendrait jamais, en fait. Et nous, on a fait le choix de l'emmener au funérarium. Avec son accord, bien sûr. Rien n'a jamais été forcé. Il y a des jours où elle est venue, il y a des jours où elle n'est pas venue. Mais je pense que c'était important qu'elle puisse, elle aussi, voir son frère. Tu vois, que ça reste pas une question en suspens de ce que son corps physique était devenu. Elle était là le jour des obsèques. Et je pense que ça a aussi contribué au fait qu'elle comprenne, tu vois, cette notion de elle reviendra jamais. Et pareil, là-dessus, on a eu un soutien mais incroyable de toutes les filles du village, notamment. On a eu tout de suite une tonne de livres, tu vois, au sujet de la mort, qui nous ont été commandés. Les filles qui se relayaient auprès de Mélina et Loane ont lu en boucle à Mélina, en boucle des livres.
Et même plusieurs semaines après, tu vois, on lisait encore énormément ces livres. Même encore aujourd'hui, on les lit parfois. Tu parlais que ton village, justement, les mamans, elles se sont occupées de Loane, notamment pour l'allaitement, qu'elles se sont relayées, qu'elles lui ont donné le sein. J'imagine évidemment que ce deuil, il a impacté toi, ta lactation, toi, ton postpartum, parce que c'est quand même une phase de la vie qui est très particulière. T'as été bien entourée aussi pour ça? Je pense que je pourrais jamais mettre les mots suffisants pour dire à quel point notamment ces femmes, elles nous ont soutenues en fait. Je pense qu'il y aura jamais aucun mot, tu vois, qui soit suffisamment fort pour leur dire à quel point j'ai de la gratitude pour ce qu'elles ont fait. Elles ont pris le relais, elles nous ont fait à manger, elles nous ont fait le ménage, elles nous ont portés. Tu vois, je pense que c'est en partie ce qui a fait qu'on s'est pas complètement effondré en fait. Comment est-ce que le couple y traverse une épreuve comme celle-là? Honnêtement, je pense que c'est comme la maladie en fait. Soit ça renforce entre guillemets ton couple, soit ça le détruit. Et pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça les détruit. Après, on est à même pas un an du décès de Nathan. Mais c'est pareil, tu vois, Flo, c'est pas le mot force, mais j'en vois pas d'autres là tout de suite. Mais tu vois, clairement, il m'a porté, ouais. Et je pense que il a beaucoup pris sur lui. Parce que moi, j'y arrivais pas, en fait. Tu vois, je parlais du fait de la procédure. C'est tout bête, mais le lendemain, donc le 11, il fallait qu'il y ait un de nous deux, en fait, qui aille au commissariat. Et c'est lui qui y a été. Et même encore aujourd'hui, quand vraiment moi ça va pas, tu vois, c'est lui qui porte la famille. En fait. Je pense que ouais. Les filles du village, je me rappelle qu'après l'enterrement, elles m'ont dit un truc auquel j'avais pas forcément prêté attention le jour même, mais qui est vrai. Le jour de l'enterrement de Nathan, jusqu'à la mise en terre, en tout cas, on n'a pas échangé un seul mot avec Flo. Pas un seul. Et pourtant, on était vraiment l'un là pour l'autre, tu vois. Et je pense que c'est des choses où il n'y a pas forcément de mots à mettre, en fait. Même au sein du couple, parce que finalement, tu vis pas les choses de la même manière. Tu vis pas les choses dans la même temporalité aussi, parfois. Donc je pense que ça peut aussi bien renforcer ton couple que le détruire, ouais. Vous avez été suivi psychologiquement à la suite du décès de Nathan? Alors, ça c'est un peu la question qui est revenue pas mal. Et là j'ai envie de te dire que quand tu perds ton enfant, il y a un désert en fait de ce côté-là. Parce qu'il n'y a aucun suivi qui a été mis en place, il n'y a aucun suivi qui a été proposé. On a vu une psychologue de la MDS de notre ville, donc la Maison des Solidarités, mais qui nous a bien dit que voilà, elle voyait les gens 3 fois et c'était tout. Autant te dire que ça ne te met pas trop en relation de confiance.
Et puis, du coup, voilà. Flo, ça l'a un peu braqué, donc il souhaite pas de suivi. Et moi, j'ai essayé de taper à plusieurs portes. Donc, j'ai notamment une fille du village qui m'a mis en contact avec un psychiatre. Mais comme c'est tombé aussi pendant le confinement, il faisait pas de rendez-vous présentiel. Donc ensuite, il m'a orienté vers une autre psychiatre. Sauf que, enfin, c'était vraiment très 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 cher la séance. Donc je me suis dit que c'était pas possible financièrement. Et puis voilà, en fait, c'est des choses à initier et ça demande de l'énergie et c'est long. Donc en fait, finalement, on n'a toujours pas de suivi. Et mais tu vois, j'avais été chercher du soutien sur les groupes de parents qui avaient perdu un enfant. Et malheureusement, autour de moi, j'ai plusieurs mamans qui ont perdu un enfant. Et en fait, finalement, tu vois, c'est comme à l'annonce de la maladie, pour l'instant, ce qui m'aide, c'est de pouvoir échanger aussi avec des mamans qui ont perdu un enfant. De pouvoir parler autour de nos deuils et de voir que finalement on rencontre quand même à peu près les mêmes choses, même sans avoir la même histoire. Le soutien, tu le trouves de cette manière-là? Ouais, parce qu'en fait, vraiment, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est d'être dans un désert à ce niveau-là, quoi. Enfin, ouais. Tu perds ton enfant, il n'y a rien qui est mis en place, et tu vois, c'est à toi d'initier les choses, et il y a déjà tellement à faire quand tu perds ton enfant, en plus de la vie qui finalement continue quand même de passer, que en tout cas moi j'ai pas forcément tout le temps entre guillemets de chercher quelqu'un, de prendre, et puis tu vois, systématiquement il faut répéter ton histoire, ça demande aussi beaucoup d'énergie, et je pense que c'est aussi ça qui manque un peu du coup. Et c'est pour ça que c'est aussi étalé dans le temps aussi. Et puis, Betty, t'es toujours en postpartum, mine de rien, on a d'autres choses à faire en postpartum. C'est difficile de s'occuper de soi déjà en postpartum. Toi, c'est une charge immense sur tes épaules. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que pour l'instant, je suis pas suivie et je suis pas sûre que je le serai un jour. Comment est-ce que tu parles de Nathan avec notamment Loane qui est tout bébé? Est-ce que vous racontez des histoires avec Mélina? Est-ce que vous le faites vivre au quotidien? Ouais, clairement, et c'est un besoin. Tu sais, moi j'ai une grosse crainte. Enfin, j'en ai pas qu'une, mais celle-ci c'en est une grosse. C'est qu'on oublie Nathan. Qu'on oublie le petit garçon joyeux qu'il était. Qu'on oublie ses mimiques. Qu'on oublie ce qu'il aimait. Et c'est vraiment difficile de me dire que Loane, finalement, elle l'aura, pour ainsi dire, pas connue parce qu'elle était toute petite. Et du coup, c'est vraiment important pour moi qu'elle connaisse, entre guillemets, son frère, à travers nos yeux, à travers les photos, à travers les yeux de sa sœur. Donc on en parle... Ouais, je pense qu'il n'y a pas un jour où on parle pas de Nathan, en fait. Que ce soit parce que Loane... Tu vois, quand je dis parler, on va pas se poser 1 heure et parler de Nathan, mais Loane, par exemple, en ce moment, elle est dans sa phase photo. Donc elle montre les photos, donc systématiquement on lui dit bah oui, ça c'est Mélina, ça c'est Nathan, c'est ton frère. Tu vois, et Mélina, parfois on va faire une activité et puis ça va lui faire penser à son frère, alors elle va dire à Loane, tu vois, par exemple, là en ce moment elle danse tous les jours, toutes les deux.
Et Mélina, systématiquement, quand elle tourne, elle lui dit, bah Nathan, ça le faisait beaucoup rire quand je tournais comme ça. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça tous les jours en fait. Il y a forcément une petite pensée à un moment ou à un autre de Mélina ou de nous qu'on va verbaliser. T'as la sensation, toi, d'avoir mis en place des mécanismes pour, comme tu disais, soit c'est de la souffrance tout le temps, donc pour pouvoir ressentir de temps en temps des petits moments de bonheur. Est-ce que tu y arrives aujourd'hui, 1 an après? En fait, c'est pas qu'il y a plus de bonheur, parce que ce serait pas vrai de dire ça. C'est pas vrai parce que quand tu vois tes filles sourire, quand tu vois tes filles s'amuser, t'es obligé de ressentir du bonheur, tu vois. Mais pour moi, mon bonheur, il sera plus jamais comme avant parce que il y a toujours, tu vois, ce manque en fait. De se dire, par exemple, on va être heureux en vacances, mais du coup, on n'est pas au complet et on le sera plus jamais. Du coup, ce serait faux de dire qu'il n'y a plus de bonheur, mais il y a un bonheur avec toujours une petite part d'ombre. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des parents qui sont endeuillés et qui sont dans le tourbillon du début? Même si tu l'es évidemment encore, on n'est qu'1 an après. Ouais, je pense qu'1 an après, j'y suis encore pleinement et je sais même pas si je saurais quoi dire. Tu vois, parce que il y a une phrase que mon voisin m'a dit. C'est un voisin que je connais très bien parce que j'ai fait l'école infirmière avec lui. Et quand on l'a croisé quelques semaines après, il m'a dit, tu sais, j'ai appris pour Nathan, je vais rien te dire parce qu'il y a rien à dire en fait. Et j'ai appris à ce moment-là qu'il avait lui aussi perdu un enfant. Et en fait, c'est ça en fait, il y a rien à dire. Parce que quand tu rencontres quelqu'un d'autre qui a perdu un enfant, tu sais que cette personne, elle a les mêmes souffrances que toi, avec n'importe quelle histoire. N'importe quelle histoire, ça reste, t'as perdu la chair de ta chair en fait. Il y a jamais aucun mot qui pourra être posé là-dessus, parce qu'il y a que quelqu'un qui a ressenti ce que t'as pu ressentir, qui comprendra malheureusement, je pense. Et qui comprendra vraiment, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais tu vois, Morgane, quand elle a perdu son fils 6 mois avant moi, en fait, j'imaginais, tu vois. Je me disais, oh, je comprends, oh là là, ça doit être horrible. En fait, finalement, avec le recul, même comme ça, c'est pas encore, tu vois, c'est pas encore ça. C'est indéfinissable, finalement. C'est quoi qui te marquera le plus dans la vie de Nathan? De quoi est-ce que tu as envie de te souvenir le plus de ce petit garçon? Je pense que c'est son rire. Et toutes les personnes qui l'ont rencontré, je pense, auront gravé en eux ce rire aussi particulier qu'il avait. Ouais. Et puis Nathan, tu sais, c'était un petit garçon hyper câlin. Il a passé de longues heures en portage sur moi. Merci Betty, je sais que c'est dur de faire ce que tu fais. Enfin, je sais pas d'ailleurs, mais Ouais, et en même temps, je trouve ça important parce que finalement, le deuil, ça reste tabou dans notre société. Et le deuil d'un enfant, alors là, on passe carrément dans une autre galaxie. Et je pense que c'est important, tu vois, c'est bête, mais... Enfin, c'est bête, non. Mais quelques mois après, j'ai une maman qui me suit, qui m'a contactée, qui m'a expliqué qu'elle avait une amie qui avait perdu en fait son fils. Et elle m'a dit en fait, à ce moment-là, je savais pas quoi dire. Et je me suis souvenue de ce que ton village avait fait. Et donc j'ai rien dit. Je suis allée là-bas et j'ai fait à manger. J'ai fait le ménage.
Et en fait, c'est ça, quand il n'y a pas de mots, il y a juste à offrir du soutien, en fait. Parce qu'il y aura, comme je disais tout à l'heure, il y aura jamais de mots. Donc, la seule chose, je pense, qu'on peut faire si on est confronté à des parents qui perdent un enfant, c'est les soutenir physiquement. Parce que quand tu perds ton enfant, t'es dans de la survie. Et même la survie, tu peux pas l'assurer tout seul, en fait. En fait, c'est ça que j'aurais dû te poser comme question. C'est qu'est-ce qu'on donne comme conseil à l'entourage? C'est pas aux parents, c'est à l'entourage. C'est à nous de prendre conscience de ce que nous, on doit faire pour vous. Bah, Je trouve que tu l'as très bien résumé. Ouais, faire à manger, c'est prendre les aînés s'ils en ont envie, s'il y en a. Et ça peut paraître bête, mais parfois il vaut mieux rien dire parce que parfois il y a des mots qui vont rester ancrés alors qu'ils n'étaient pas méchants, ils étaient juste maladroits. Mais le soutien physique qu'on peut apporter à ce moment-là, il est irremplaçable parce que concrètement, quand tu perds ton enfant, tu penses pas à te nourrir, en fait, t'es plus en capacité de penser, tu vois. Déjà, t'essayes simplement de te réveiller. Et ça mange une énergie monstrueuse. Et il y a autre chose que le village a admirablement géré, et notamment ma belle-sœur, c'est les obsèques. Parce qu'en fait, quand t'es pas préparé, quand tu sais pas, et que tu dois choisir un milliard de choses, ça paraît tellement irréaliste, tu vois, de choisir un cercueil pour ton enfant, de choisir les fleurs que tu vas mettre, les gens que tu veux auprès de toi le jour de l'enterrement. Et tout ça, c'est ma belle-sœur qui l'a géré, notamment, bien sûr, avec l'aide des filles du village, mais ça, majoritairement, ça a été porté par ma belle-sœur, qui est avant tout une amie. Et concrètement, tu vois, elle a pu nous aider. C'était pas un flot d'informations, en fait, tu vois, elle a tout filtré, tout est passé par elle. Et ça, je pense qu'on mesurera jamais à quel point ça a pu nous aider. Merci beaucoup Betty d'avoir déjà juste accepté et d'avoir parlé de l'histoire de Nathan, de nous en avoir raconté un petit bout de sa vie. Ça restera pour lui, pour toi. Je sais que c'était important et je sais que c'est ton combat aussi pour les parents endeuillés, que on ne fasse pas semblant que ça n'existe pas et que tous vos enfants qui sont partis dans les étoiles, comme certaines l'appellent, vivent encore et soient là avec nous. Ouais. Merci à toi d'avoir permis ça, et plusieurs fois même sur ton podcast. Parce que ouais, ça me semble important d'en parler, et désolée, mais ça me vient comme ça, juste suite à ça, j'ai posté une fois quelque chose là-dessus en disant que c'était important d'en parler, en fait, parce que je pense à juste titre, parfois avec la peur de blesser, finalement personne n'en parle, on fait comme si ça n'existait pas. Et il y a une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle avait été parler à sa grand-mère, qui avait perdu un enfant il y a très 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 longtemps. Il était tout petit. Et en fait, elle m'a dit, elles ont eu un échange et sa grand-mère l'a remerciée, en fait, parce que finalement personne n'en parlait dans la famille. C'était quelque chose que tout le monde savait, mais personne n'en parlait, de peur de faire mal. Alors que finalement, la souffrance, elle est là, qu'on en parle ou pas.
Oui, mais moi, je t'ai posé la même question. Est-ce que ça allait te rajouter de la souffrance d'en parler? Parce que t'as raison, ça part d'une bonne intention de notre part de se dire on veut pas vous faire plus souffrir, mais au final, c'est pas parler de lui qui rajoute la souffrance. Je pense que rien n'empêche de poser la question, tu vois, de dire est-ce que tu veux en parler? Ça ouvre la porte et en même temps, on peut aussi choisir si c'est pas le jour, si c'est pas le moment, de dire bah non, en fait, aujourd'hui je peux pas, je me sens pas les épaules pour. Et c'est pareil, moi souvent je dis c'est pas parce que les larmes elles coulent qu'il faut arrêter d'en parler. Les larmes elles coulent parce qu'il y a de l'émotion, ça veut pas dire qu'on veut arrêter forcément d'en parler. Ouais, mais là tu touches à une question de société sur la gestion des émotions de la population adulte qui ne sait pas faire, donc ça fait peur les larmes. Heureusement qu'il y en a qui commencent à apprendre que c'est salutaire de pleurer, ça fait du bien. Ouais, mais ça c'est un vaste travail. Oui, il ne faut pas avoir peur des larmes, on peut dire ça déjà, ça peut être un bon début. Ouais, merci infiniment, sincèrement Betty, je suis très heureuse de pouvoir un an après te donner la parole et faire en sorte qu'on parle de Nathan. Ça m'avait touchée personnellement, même si je vous ai jamais rencontré physiquement, mais j'avais toujours suivi depuis longtemps tes aventures avec ton petit garçon et tes filles. Et ça m'avait touchée ton histoire et je pense que ça touche beaucoup de monde. Et merci de la façon dont on parle aussi. Est-ce que je pense que tu peux aider d'autres parents? Merci à toi encore une fois d'ouvrir la parole sur ce sujet encore un peu tabou. À très vite Betty, salut. À très vite. C'était Betty Van Aken, maman de Nathan, Mélina et Lohan. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence, à laisser un commentaire, à mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.